Ça va, Didier? Ça va. Il est pas sourd, hein, tu peux lui parler normalement. Hein. Ça va, Didier? Hein? Ça va? Oui, ça va. Ah, vous avez vu le film Priscilla, folle du désert, qui est sorti en France en 1995. Et aujourd'hui, c'est devenu une comédie musicale qui est sur scène à Paris. Et je vous l'offre. Pour vous faire sourire, pour vous mettre de bonne humeur, je vous offre Priscilla. Voilà. Ouh. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. Then I spent so many nights thinking how did me wrong. And I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I have known for just 1 second you'll be back to bother me. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Well, you don't wanna try to have a goodbye. Do you think I'd crumble? Do you think I'll lay down and die? Oh, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive. Hey, hey. So you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. I know for just 1 second you'll be back to bother me. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Well, you don't wanna try to hurt me goodbye. Do you think I'd crumble? Lay down and die, I will survive. Oh là là. Bravo. Asseyez-vous. Thierry, dis la vérité, tu reviens du Brésil, t'as ramené des souvenirs. Alors, Priscilla, folle du désert, donc au Casino de Paris jusqu'au 7 avril. Et ensuite, du 30 mai au 7 juillet, allez-y, c'est un spectacle fantastique. Et voilà, le vol du bourdon. Le viol. Non, pas le viol, le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Alors, ça vous dépayse pas tellement, parce que vous avez joué La Cage aux Folles avec Christian Clavier, avec beaucoup de succès, donc finalement, vous êtes dans votre élément, Didier. Oui, puis c'est un ami à moi, Laurent Berthaud, qui a travaillé sur la C'est excellent, bravo, en tous les cas, voilà. Alors, Didier Bourdon, vous êtes à Hébertot, à l'affiche de la pièce Les Inséparables, mise en scène de Ladislas Cholat, donc avec vous il y a Valérie Carcenti, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Élise Diamant. Voilà. Alors c'est votre grand retour sur les planches, donc 10 ans après La Cage aux Folles, qui était un triomphe avec Christian Clavier. Alors le pitch, vous êtes Gabriel Orsini, un artiste peintre d'environ 50 ans, en pleine crise existentielle, en panne d'inspiration, marié avec une femme qu'il ne supporte plus, et là, miracle. Voilà. Vous
Vous héritez d'un magnifique atelier de la part d'une femme inconnue. Et en passant la porte de cet atelier, vous faites un saut dans le temps. Et vous devenez votre grand-père, Samuel, banquier, qui avait acheté en fait cet atelier pour sa maîtresse, une peintre russe du nom de Sacha. Voilà. Donc c'est un pitch très intéressant. Oui, oui, c'est beau. Puis, bien évidemment, le personnage contemporain n'est pas au courant de cette histoire-là. Ouais. Il a seulement un souvenir un peu noir de son grand-père, qui était un peu son père, son tuteur. Et il va découvrir, en fait, c'est un secret de famille, que cet homme a été complètement différent de ce qu'il était, puis qu'il a été aussi meurtri par on va pas tout raconter. Non, vous jouez les deux rôles, c'est quand même un cadeau pour un comédien, non? Oui, ben voilà, oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de tour de force au départ. Ça vous rappelle Les Inconnus, de faire plusieurs personnages. Dans Les Inconnus, j'en faisais 30. Ah bah oui, bien sûr, c'est pas, pour vous, c'est pas nouveau. Alors, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, c'était pour la reformation des Inconnus en 2014. Les Inconnus ont connu un immense succès, absolument incroyable, et aussi des déboires. Alors, on va commencer par le succès. Oui, ça sera plus long. On regarde. Marie-Thérèse! Marie-Thérèse! Oui! Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu m'as encore d'accord? Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu m'as encore la chambre 106? C'est pas mon secteur. Mais c'est qui alors? Mais c'est le secteur de Marie-Denise. M'appelle Marie-Denise. Marie-Denise! C'est urgent là. C'est ça, mais oui, c'est ça. Marie-Denise, il y a la chambre 106 qui t'appelle sur ton secteur. Et alors, c'est quoi le problème? Ben, c'est la chambre 106, c'est pour toi. La chambre 106, c'est le chiffre pair. C'est pour toi. Et hier, moi, j'avais le chiffre pair. Cette semaine, c'est toi le chiffre pair. Et pourquoi c'est moi les chiffres pairs alors? Ben, on a décidé comme ça le planning. Elle c'est un père, toi c'est père. Pousse-toi, ma chérie. Il y a un problème là, il y a un problème, il y a un C'est la problème. chambre 106, c'est bien le chiffre pair, c'est toi. Il y a un problème, c'est pour alors. toi. Et pourquoi lui, il n'a pas appelé de la journée, il est en pleine forme? Eh ben, Pourquoi tu il a vas pas le appelé- savoir. Ça, hein. C'est pas le chiffre pair. Il y a un Moi, problème. hier, j'avais le chiffre impair, je n'ai pas discuté. Moi, j'ai toujours C'est ça. pris Le planning, on dit à toi c'est père et c'est un père. Bon, je prépare à manger, on va discuter parce qu'il y a un Ah oui, problème. on va casser une petite graine. Parce que Je moi, j'ai prépare un à petit peu. discuter. Ah, c'est bien. Voilà. Alors, évidemment, Les Inconnus, c'est culte. C'est vraiment excellent, on le voit encore là, mais il y a eu les déboires. Et les déboires, ben justement, il y avait toute une presse qui vous appréciait pas, c'est-à-dire une presse un peu télérama, disons, pour aller vite, qui vous appréciait pas. Vous en avez souffert de ça? Nous, on s'en rendait pas compte, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Ce qui fait que même les émissions de télé, maintenant, les gens nous disent « Ah, le lendemain, on parlait que de ça ». À l'époque, je demandais à monsieur Lederman, puis alors, ça a marché? Faut voir, on ne sait pas encore. Donc, on n'était pas trop au courant. Non, après, non, c'est sur les films, oui, mais sur les films... Télérama, par exemple, avait descendu Les Trois Frères à la sortie, et un an plus tard, sur Canal+, ils avaient adoré, donc... Ouais, il faut se méfier. Ben, Télérama, c'est le journal télé des gens qui regardent pas la télé, en fait, c'est pour ça. Là. Ouais, non, mais la plus belle critique, c'est le temps. C'est le temps, là. Dernièrement, j'ai croisé un mec un peu snob, d'ailleurs, dans un bureau de tabac, pour acheter des chewing-gums. Hein, Oui, bien sûr. Et il m'a dit, ah, j'ai revu, là, sur C8, Les Inconnus. J'avoue qu'à l'époque, j'aimais pas trop, mais là, je trouve ça bien. Hein. Voilà, Non, mais mais- vous avez tout dit. Didier, avec tout ça, les gens ont mis beaucoup de temps à réaliser que vous étiez un grand acteur. Et je vous dis franchement, il est aussi bon dans un drame sur France 2, par exemple La mort dans l'âme, l'histoire du père qui a tué son fils, c'est excellent. Vous faites 4 millions de téléspectateurs sur France 2. Quand vous faites des comédies, c'est alibi.com ou Garde alternée, vous êtes super marrant. Alors moi, quand je dis ça, ça n'a pas vraiment d'importance, mais quand c'est Gérard Depardieu qui le dit, ça prend un autre relief. J'ai toujours pensé que Bourdon avait quelque chose en plus. Peut-être c'est un être tragique. Il ne peut jamais être heureux dans la vie. Difficile. Voilà. Mais c'est vrai, hein, vous êtes un vrai acteur, un peu comme Michel Serrault. Michel Serrault, il pouvait faire des rôles hyper comiques, des conneries, quoi. Et Garde à vue. Genre avec Jean-Yann, et puis après, il faisait Garde à vue. Voilà, c'est un peu pareil, je trouve, avec vous. Non, vous avez un côté dark. Ah, je Alors, m'appelle Bourdon, hein, donc... oui, déjà. Alors, Bourdon. Ça vient d'où, ce côté dark? Est-ce que c'est le déracinement d'Algérie? Non, je crois que la mélancolie, c'est quelque chose qui est inné, hein, on l'a ou on ne l'a pas. Je dois dire que la maturité vous atténue un petit peu les choses, mais c'est vrai que j'ai toujours été soit très très joyeux, soit c'est très très... Voilà, sans prendre de substances illicites. Il y a aussi votre père,
qui a trimé toute sa vie chez EDF et qui a fini par un burn-out. Est-ce que ça vous a... Il a eu un burn-out à un moment donné, mais enfin, il a eu une très très belle carrière, bien évidemment. Ouais. Non, ce qui aurait pu plus me rendre triste, c'est que en revenant d'Algérie, il a hésité entre la SACEM et EDF. Il a choisi l'EDF. Ici la voix. Oui. C'était plus con. Bon, Thierry, maintenant que Stéphane Guillon nous a grillé, autant jouer la transparence. Donc, pour l'émission de ce soir, vous devrez pleurer une première fois dans 20 secondes. D'accord. Puis à la minute 31 et à la minute 59. Il n'y a pas de problème, puisque tout le monde le sait, je pleure sur commande. Voilà. Pour en revenir à Didier Bourdon, vous avez quand même une nature qui est timide et solitaire. D'ailleurs, vous dites tous mes films racontent des histoires de solitude. C'est votre truc, quoi. Oui, c'est-à-dire que dans le comique, c'est vrai que j'aime bien le tragique. Ça, c'est sûr que même quand on dit sans patate dans Les Trois Frères, ou même le personnage de Stéphanie Monaco, quand elle pleure vraiment, et c'est ce qui fait rire les gens. Mais c'est vrai que j'aime bien le comique dans le tragique. C'est-à-dire qu'au départ, la situation est tragique, et c'est là que ça m'intéresse. C'est là où vous êtes bon, ouais. Alors, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, vous avez eu des gros coups de blues, quand même, non? Oui, j'aime beaucoup la poésie, et c'est vrai que je me suis fait la réflexion depuis un bout de temps. La poésie et l'humour, c'est un peu la même chose. C'est pas Laurent Baffy qui me dira le contraire, c'est une manière d'esquiver la réalité, de ne pas se la prendre en pleine poire. Vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement solitaire. Non, solitaire, Et lugubre. non, je ne crois pas. Lugubre. Non, je vous dis, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai préparé un sampler. Je vais vous dire, ce que j'aime le plus dans cette émission, c'est passer des sampleurs. Non, mais alors, je vais vous dire, franchement, cette chanson, ça peut me résumer. Parce que c'est ce côté italien que j'adore. C'est qu'il dit, je suis seul, mais avec une patate. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai. On la remet encore. Voilà, spécial dédicace pour Agnès Jude. Voilà. Alors, donc, voilà. Et là, miracle. Eh oui, miracle. Ah oui, miracle. Il y a eu un miracle. Sur le tournage du film 7 ans de mariage, vous rencontrez Marie Sandra. Alors, c'est quand même marrant de rencontrer le grand amour sur un film qui parle de problèmes de couple, en fait. J'aurais pu rencontrer un cousin sur Les Trois Frères. Alors, on vous voit. J'aurais pu regarder alterner mes enfants. Voilà, ça fait quand même regardez, quand même, c'est un vrai amour. C'est pas mal. Ça fait 15 ans que ça dure. Vous avez 2 magnifiques petites filles ensemble. Le problème, c'est que les 2 petites filles pensent que le papa, c'est Pascal Légitimus. Il y en a une qui est un peu plus claire que l'autre. Il y en a une qui croit que c'est Bernard. Et puis il y a aussi, dans votre famille, il y a aussi Bambou. Donc là, effectivement, c'est toujours là. Oui. Ah ouais. Alors c'est marrant parce qu'on se demande lequel est un cocker quand on regarde. Alors Jean-François, j'aimerais bien faire avec vous une interview d'un nouveau type. Une interview réponse en musique. Donc je vais vous poser des questions et vous allez me répondre par des morceaux de piano. Voilà. Vous y allez? Tout de suite. Super. Alors Jean-François Zigel, vous vous êtes dit quoi quand vous avez joué du piano pour la première fois? Ah. Vous vous êtes dit quoi quand vous êtes arrivé le premier jour au conservatoire? Parfait, Merlot. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez compris que vos parents étaient communistes? Parfait. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez compris que vos parents étaient juifs? Mais j'ai pas compris que mes parents étaient juifs, ça se passe pas du tout comme ça. Pour moi, c'était normal. Ah d'accord. Vous voulez dire qu'un jour, j'ai compris qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas juives.
vous êtes dit quoi quand vous vous êtes vu pour la première fois sur un écran de télévision? Et quand vous avez pris une cuite pour la première fois, vous êtes dit quoi? C'est le petit vin blanc, ça? Ouais, c'est pas mal. Il a pas l'alcool méchant, hein. Il a l'alcool un peu dizzy, quoi. Ah ouais. Alors, Jean-François, quand vous avez fait l'amour pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? À mon avis, il était seul, hein. Et la drogue? Quand vous avez pris de la drogue pour la première fois, vous êtes dit quoi? Que des touches blanches, là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est très déstructuré, là. Là, c'est Varese, là. Hein. Ouais. D'accord. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez commencé à perdre vos cheveux, à avoir des cheveux blancs? Ah ouais. Et alors là, vous vous rendez compte, Jean-François Zigel, que vous habitez sur le lieu d'un ancien sex shop. Ça, c'est vrai. Ah, et vous vous dites quoi alors? En fait, qu'est-ce que je me dis? En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. C'est au moment des travaux, j'ai quand même vu une petite affichette en haut d'une colonne qui stipulait « Les objets en latex ne sont ni repris ni échangés ». Ouais, là, vous avez compris. Et ça m'a fait plaisir, je me suis dit, c'est quand même des gens qui avaient le sens de l'hygiène. Voilà. Ça va, Tom? Bah, ça va, Thierry? Super. Bon, bah, formidable, on enchaîne. Notre premier invité, c'est l'homme le plus brillant du plateau. Il connaît tout et il le partage au quotidien. Jean-Luc Reichmann, bonsoir. Ah bah, bonsoir. Je suis désolé pour Michel Serres, excusez-moi Michel, mais Jean-Luc, ça fait 18 ans que tous les midis, 7 jours sur 7, il pose des questions à des candidats. Il sait forcément plus de choses que nous tous réunis, c'est vrai. Ouais. En tout cas, Jean-Luc Reichmann, il est toute l'année sur TF1 avec les 12 coups de midi. 365 jours de l'année, 364 fois Jean-Luc Reichmann depuis 18 ans. Voilà, en fait, le plus grand gagnant de l'histoire des Jeux, bah, c'est vous. Jean-Luc, il nous avait éclaté le 23 décembre, vous savez, sur TF1. Il avait fait plus de 5 millions avec ses 12 coups de Noël. Nous, on avait fait, allez, 600 000 avec Samedi soir à Pigalle. Comme quoi, ça vaut pas le coup de se faire chier à ramener des danseuses, des magiciens et des humoristes, quoi. 3 questions à Amir et roule ma poule. Bravo, Jean-Luc. En tout cas, Jean-Luc, c'est un repère pour les gens. Ils disent, tiens, il y a Reichmann, bah, c'est l'heure de manger. Nous aussi, on est un repère. Enfin, bah, c'est vrai, tiens, c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Lui, c'est les vieux, nous, c'est les alcooliques. Voilà, chacun ses parties. Mais ce soir, c'est pas l'animateur qui vient, c'est le comédien il joue Nuit d'ivresse, la pièce culte de Josiane Balasco, qu'elle a réadaptée pour 2 rôles masculins. D'ailleurs, vous dites que la pièce est un peu touchy parce que vous touchez du doigt l'homosexualité. Avec quel doigt vous le touchez? Oh, oui. Notre prochain invité, il fait partie de l'Académie française. Il a 87 ans. Il a écrit 65 livres. Il a reçu toutes les distinctions. Il lui manque juste quoi? Allez, un ballon d'or, mais c'est quand même très fort. Michel Serres, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, Michel Serres, qui fait partie de ces personnes qui passent plus de temps à se coiffer les sourcils que les cheveux. Mais, il me reste que ces poils-là. Ouais. Michel Serres, né en 1930, ça veut dire que c'est la seule personne de ce plateau qui a connu Michel Drucker ado, et ça, c'est formidable. C'est sûr. Non, Michel Serres, philosophe, historien des sciences, homme de lettres, élu à l'Académie française. En gros, Snapchat, ça... Pas trop? Pas trop. Pas trop, alors, est-ce que ça vous embête si je fais un Snapchat avec vous, Michel? C'est une petite photo. Vous allez voir. Attends, un Snapchat avec Michel Serres, quand même, c'est... Alors, regardez. Ils sont cons, ces gosses. On va faire un truc. Donc, en fait, on va faire une petite photo. Et regardez. Ah, oui. Ah, bien. Ouais.
Ils sont cons, ces jeunes. Ah. Non, en tout cas, voilà, vous avez sorti votre livre qui s'appelle C'était mieux avant, qui a cartonné l'année dernière. Et dedans, vous dites en France, on ne dit jamais c'est bien, mais c'est pas mal. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, mais du coup, quand on vient d'écouter un album de Grégoire, on dit quoi alors? Thierry, la prochaine invitée, elle est en marche. Vers où alors? On sait pas, mais elle y va. Et comme Brad Pitt et Joe Cocker, eh ben, son nom commence par un nom de race de chien. C'est Aurore Berger, s'il vous plaît. Alors, Aurore Berger, députée de La République En Marche, voilà, 31 ans. Vous faites partie des doyens du parti. Et j'ai regardé, vous avez adhéré à l'âge de 16 ans à l'UMP, c'est ça en fait qui vous a fait aimer la politique? C'était en 2002, quand Le Pen était au second tour de la présidentielle. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Merci qui? Merci. Merci Jean-Marie. Merci. Merde, j'ai failli lui faire dire. J'ai eu peur qu'elle dise merci Jackie et Michel. Voilà. Et vous allez en parler, Thierry. Voilà, elle a un parcours politique qui est très voilà, logique. Voilà, disons, quand il y a un buffet à volonté, elle goûte à tous les plats. Et non, en tout cas, Aurore, elle a eu son portrait dans Libération. Vous l'avez eu lundi, ça c'était très beau. J'ai un petit extrait. Elle a réuni des adjoints des communes de sa circo pour parler de l'école autour d'un menu Aurore Berger, cabillaud ou faux filet. Donc même vos filets, ils sont faux alors. Bon. Notre invité suivant, Thierry, il est humoriste, acteur, scénariste, metteur en scène et réalisateur. C'est pas Woody Allen, parce que sinon j'aurais rajouté pédophile. C'est Kéron, s'il vous plaît. Bah oui. Je sais pas, hein. Kéron, c'est incroyable parce que je pense qu'il a le record d'un site de vente de places dont on peut pas donner le nom, mais qui fait des réductions sur les billets. J'ai regardé, tu as plus de 12 000 critiques. Ouais. C'est incroyable, avec un taux de satisfaction de 97%. Voilà. Ça, c'est un argument de vente. Et en plus, dans ton spectacle, vous l'avez dit, Thierry, vous garantissez un rire toutes les 7 secondes, sinon vous remboursez le spectateur. Voilà. C'est pour ça que tu n'as jamais fait Ruquier cette année, pour pas rembourser en go, du coup. Non, mais c'est... Donc, en gros, il fait un spectacle à 3 heures de show, peut-être même un peu plus aujourd'hui, où tu vas piocher dans tous les thèmes. Voilà, donc chaque jour est différent en fonction des réactions du public. Donc il y a des Portugais, il fait des blagues sur les Portugais. Il y a des Antillais, il fait des blagues sur les Antillais. Il y a des Juifs, il fait des blagues sur les Antillais. Donc vraiment, ça peut... Ça, c'est... Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. C'est vous. Je crois que c'est vous, Philippe. Philippe Bouvard, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Philippe, pour votre nouveau livre, publié chez Flammarion, intitulé « Eh oui, je suis encore là et je vous emmerde ». Alors Philippe, tout va bien. Vous avez 87 ans et franchement, vous ne les faites pas. Vous faites... Le temps que votre présentation soit terminée, j'en aurai 88. Ah. Donc vous allez très bien. Vous êtes très en forme. Finalement, vous auriez pu faire les grosses têtes 3 ans de plus. Oui, d'ailleurs, c'est ce que le président de RTL a bien voulu me dire. Mais bon, il fallait penser à la relève de toute façon. Et voilà. C'était quand même mieux avec vous qu'avec l'autre PD, hein. Surtout. On peut partir après ça, quoi. J'avais prévenu la direction qu'à 90 ans, je prendrai une année sabbatique. Des copains. Sérieusement, quand vous entendez cette musique, ça vous fait un petit pincement au cœur quand même? Oui, c'est le réflexe conditionné que les animateurs, les présentateurs connaissent bien. Il y a 3 ou 4 notes et puis on est un autre homme pendant une demi-heure ou 1 heure. Ça dépend du budget de la station. Je l'adore. Est-ce que vous avez écouté ce que fait Ruquier? Non, je pense qu'il est lui-même trop occupé pour se préoccuper de ce que je fais et ça conditionne l'estime que nous nous portons l'un à l'autre. Alors, en fait, non, ce qu'il faut savoir,
c'est que Laurent Ruquier et Philippe Bouvard ne se sont pas parlé pendant 2 ans et ils se sont réconciliés, en fait. Sur l'oreiller. Ils se sont serrés la main à la conférence de presse d'RTL en septembre 2016. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit vous êtes devenu philosophe, soit vous avez oublié que vous avez présenté les grosses têtes. Non, mais enfin, ça s'est bien passé. Je veux dire, j'ai recompté mes doigts, il y avait le nombre. Hein. Alors, vous avez déclaré « Je ne souhaite pas que Laurent Ruquier se plante aux grosses têtes, mais s'il y avait un coup de Trafalgar, je suis pas loin. On sait où me trouver. » Vous savez, il faut savoir tourner les pages, mais quand il y a eu beaucoup de pages, c'est long et c'est pas commode. Bravo. Alors, ici la voix. Oui. Thierry, ayez le courage de dire à Philippe Bouvard que vous-même, vous êtes régulièrement aux grosses têtes. Oui, ça m'arrive d'y aller, je suis très flatté d'aller aux grosses têtes. Mais c'était mieux avant. C'était mieux avant. Maintenant, on va regarder un moment très émouvant. C'est la dernière des grosses têtes de Philippe Bouvard. J'y étais, Thierry. Tu étais... Tout le monde pleurait. Ah oui, c'est normal. Alors, vous savez qu'en plus, non seulement vous êtes parti, mais en plus, RTL va déménager et ils ont enlevé le Vassarelli, là. Ils ont sacrifié leur façade et la mienne n'est pas en très bon état. Mais vous savez, Philippe, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que Laurent Ruquier que vous avez inspiré. Moi aussi, quand j'étais adolescent, je regardais samedi soir à la télévision et on ne peut pas dire que ça ne m'ait pas inspiré aussi. On regarde. Merci. Tiens, il y a toujours un tas de questions qu'on peut se poser à votre sujet. Est-ce que, par exemple, il vous arrive parfois de regretter de ne pas avoir fait davantage d'études? Oui, c'est vrai, je le regrette. Toute jeune, j'ai regretté de ne pas avoir à l'école, d'avoir pas pris suffisamment de chance. Et j'aimerais pouvoir être comme vous, jongler avec les mots comme vous le faites. Est-ce que vous considérez que on ne peut pas réussir seul quand on est une femme dans le métier que vous faites? En ce qui me concerne, oui. Je pense que c'est un métier très difficile et je ne peux pas le faire seul. Il faut être protégé. Pour moi, oui. Comme à Pigalle, mais enfin ça c'est honnête, bien sûr. Elle n'a pas compris. Je voudrais faire un bande honorable parce que je me suis beaucoup moqué de Mireille. Et d'abord, c'est toujours une merveilleuse chanteuse. Elle a une voix à nul autre pareille. Mais surtout, j'ai découvert que c'était une femme exceptionnelle. Parce que je me suis moqué d'elle pendant, par galanterie, je dirais, une quarantaine d'années. Et un jour, je reçois une lettre de l'Élysée disant « Vous êtes invité à la remise de la Légion d'honneur à mademoiselle Mireille Mathieu. Ouais. » Alors je dis « Bon, elle convie toute la presse, j'en fais partie, c'est gentil à elle, mais j'y vais par curiosité. » Et j'étais le seul journaliste avec la famille. Vous aviez fait un coup à Mireille Mathieu à la radio, c'est-à-dire que Johnny Stark, qui était le manager de Mireille Mathieu, avait demandé à Philippe de préparer. Philippe a donné les questions et Mireille avait préparé les réponses. Sauf que Philippe a commencé à la deuxième question et c'était épouvantable parce qu'elle répondait dans l'ordre, mais à partir de la deuxième question. Il y a eu un petit décalage, hein. Alors, moi aussi, comme Laurent Ruquier, j'ai voulu vous enterrer. Malheureusement, ça n'a pas marché. On regarde. Essayez pour voir, voilà. Ouais, attendez. Ouais. C'est pas très grand. Non, hein, on aurait peut-être dû faire un peu moins haut, mais un peu plus large. Moi, je crois que vous avez un peu... On a fait une connerie, là. Ouais. Oui, mais bien, c'est vrai, vous avez raison. Le velours rose
vous va très très bien avec vos yeux. Oui, mais vous avez un peu lésiné et du coup, je me sens pas très à l'aise. Ouais. Hein. Et voilà. Alors aujourd'hui, Philippe, vous faites Allô Bouvard, tous les samedis à 11h30 sur RTL. Vous répondez aux questions d'actualité des auditeurs. Alors là, ça s'appelle Allô Bouvard. Vous êtes sûr que Laurent Ruquier ne va pas prendre votre place? Je réponds même aux questions que je me pose à moi-même. Ouais. Et je suis généralement d'accord avec moi-même. Et quand c'est fini, je me remercie chaleureusement. Alors, vous discutez de quoi avec les auditeurs? L'homme qui a marché sur la Lune, l'élection de Pompidou? Non, de tout ce dont je parle dans mon bouquin. Ouais, alors justement, il y a le livre. Mes dernières pensées sont pour vous, publié chez Flammarion. Alors là, c'est Twitter, mais Twitter sur papier. Il y a 1003 aphorismes de Philippe Bouvard. Vos dernières pensées sont vos ultimes maximes. J'en ai spoté quelques-unes. Les manuels scolaires confirment déjà que Hollande n'a pas réussi à passer de la géographie à l'histoire. Alors ça, c'est pour Bernard Kouchner. Il ne faut pas se moquer des ministres. On n'est jamais certain de ne pas le devenir un jour. Le destin paradoxal de l'être humain, alors ça j'adore. Faire l'amour comme un animal et en parler comme un poète. C'est extraordinaire. Maintenant, on peut inverser. Ouais. Je suis pas sûr que les dames soient contentes. Je fais moins confiance à l'argent depuis que l'homme le plus riche du monde est mort. 87 ans, putain, merde. C'est pas vrai. Ah, ça c'est très beau. Tromper une femme aide à oublier qu'on s'est trompé de femme. Et la dernière, la mort, châtiment suprême des hommes qui n'ont commis d'autre crime que de vivre. Alors, bon, je voudrais quand même préciser à propos de la mort qu'on en saurait davantage sur elle s'il n'y avait pas que les vivants qui en parlent. Hein. Alors, Philippe, vous n'avez révélé que très tard être juif. Sérieux? Vous êtes juif, Philippe? Ma mère l'était, mon père était catholique, j'ai été adopté par le second mari de ma mère qui était juif. Je suis déçu. Mais j'ai été baptisé à l'âge de 23 ans pour épouser une femme catholique. J'espère que vous m'avez suivi, là. Hein? Oui. J'ai très bien suivi, mais il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que quand vous avez épousé Colette, vous ne lui avez pas dit que vous étiez juif. Oh. Elle l'a vu. Écoutez, elle l'aurait vu si je l'avais été. Vous êtes sûr que vous êtes juif? Vous n'avez pas juste une mère très chiante, quoi. Non, mais bon, tout ça est loin, mais ça m'a laissé le souvenir d'une enfance traquée, douloureuse, qui fait que je suis aujourd'hui un peu moins européen que d'autres. Oui, en fait, c'est le fait d'avoir dû vous cacher pendant la guerre et être victime de privations qui vous a laissé cette peur de manquer et votre boulimie de travail, en fait. Oui, il y a de ça. Ouais. Il y a de ça. C'est la seule chose que je dois à l'occupation. Hein. Oui. Il n'était pas dur à cacher. Hein. Bien, on va faire maintenant une interview multistar. Patrick Sébastien, vous pensez quoi de l'état actuel de la télévision? Tu vois, je vais te dire un truc, mon Thierry, putain. Non, arrêtez, c'est sérieux, bordel, putain, c'est sérieux. Putain, j'ai l'impression qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, putain, on est cul serré. Et chie à part, on tire la balayette, putain. C'est pour ça que dans mon émission, le grand cabaret bonheur des années carnaval, c'est fou,
Genre les sœurs Vodka Pomme. C'est deux jumelles qui n'ont pas le même âge. Il y en a une qui est russe, l'autre qui est togolaise. La russe, elle lit à une blague carambar et c'est l'autre qui rigole. On l'a fait en répète, on était sur le cul. Sur le cul. Geneviève de Fontenay. Oui. Ça vous fait plaisir de voir votre Lolo? Ah oui, j'aime bien Lolo, oui. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas vu, mais il m'appelle plus. Il préfère toucher la jupe de Nolwenn que de me remettre le chignon. Hein? Et plus je vieillis, plus les gens pensent que je perds la boule, alors que c'est des conneries. Bonjour monsieur, vous attendez le bus? Allez, tous au bunker, il y a les Allemands qui sont porte de la chapelle. Karl Lagerfeld, est-ce que Jérôme Commandeur vous inspirerait pour la création d'une ligne de vêtements? Moi, personnellement, je ne m'en occuperai pas. Parce que... Pour Jérôme, il y a une marque de vêtements que je trouve qui pourrait très bien l'habiller, c'est Quechua. Quechua, vous savez, ils ont fait une ligne de toile de tente en nylon mauve en 2014. C'était pour les campeurs, ça lui ira très bien. C'est bien. Ah, tu l'as bien, celui-là. Amanda Lear, vous êtes enfin de retour dans Salut les Terriens après toutes ces années. Bonjour à tous, bonjour Thierry, bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour aux autres, pardon, excusez-moi. J'ai un chat. Non, une chatte. J'ai un gros matou dans la gorge. C'est normal, c'est la saison. Écoutez, j'étais très heureux de voir Marlène Schiappa de près. Moi, je peux dire qu'en termes d'égalité femmes-hommes, c'est un problème que j'ai personnellement résolu depuis bien longtemps. Alors Jérôme, est-ce que comme à l'époque de Graines de Star, vous pourriez me faire, parce que j'adore ça, un petit bout de Eros Ramazzotti? Ok, si vous voulez. Allez, ouais. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non si potrebbe far altro di chiedere la carità. Ouais, bravo. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viso. J'espère que je suis impeccable ce soir. Thierry, bonsoir. Bonsoir à tous. On attaque avec la politique française. Pour 50% des Français, il est trop tôt pour juger Emmanuel Macron. Pour les 50 autres % des Français, il serait trop tard pour ne pas élire Emmanuel Macron. Cela étant, n'attendez pas trop, parce que là, par exemple, il est trop tard pour juger Jacques Chirac. Politique encore, avec cette étrange info, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste, est régulièrement pris pour Éric Ciotti, député Les Républicains, et inversement. Bon, en même temps, il fallait pas s'attendre à ce qu'on les prenne pour Brad Pitt les deux, mais je vous donne le petit truc pour les différencier, c'est pas très compliqué. Il y en a un qui est de droite et l'autre qui est encore plus de droite. Passons à Ségolène Royal. Elle salue le leadership du chef de l'État. La dernière fois qu'une femme a fait autant de lèche à un président en exercice, c'était Monica Lewinsky. Politique et mode, ça va vous parler à tous les deux. François Fillon a été approché par une marque de prêt-à-porter masculin pour lui proposer de participer à une campagne de publicité. François Fillon, mannequin, chouette. Plus sérieusement, qui imagine le général de Gaulle faire une campagne de pub? Si je vous ai compris, c'est grâce à mon appareil auditif Audica. Ça ne fonctionnerait pas. François Fillon a annoncé qu'il arrêtait la politique, contrairement à sa femme, qui, elle, ne l'a jamais commencé. François Fillon, je regarde Jean-Louis Debré, ça l'a fait rire, c'est bon. François Fillon qui a déclaré « La politique peut vous détruire, mais oui, mais la politique aussi peut vous construire. » Par exemple, un magnifique château dans la Sarthe, comme on va voir ici. Et malgré son annonce, le Nouvel Obs pose la question.
François Fillon, est-ce vraiment fini? Oui, mais non. Ça serait quand même le comble que même sa retraite soit fictive. Non. Droite toujours, Bruno Le Maire était entouré de prix Nobel à Bercy pour parler des inégalités. Et Bruno Le Maire au milieu de prix Nobel, c'est déjà un bel hommage à l'inégalité. Merci Bruno. Encore plus à droite à présent. Marine Le Pen se dit prête à discuter d'une alliance avec Laurent Wauquiez si et seulement si il est sincère. Comment lui dire? C'est pas gagné. Mais ouais, c'est pas gagné. Hein. En tant qu'Eliette, elle pourra annoncer qu'elle est prête à discuter d'une alliance avec Dominique Strauss-Kahn si et seulement si il est puceau. Marine Le Pen qui, cette semaine, accuse le patron de HSBC de la chasser de sa banque. Et c'est vrai, c'est pas cool. Les temps changent. Hein. En 1946, les banques suisses étaient beaucoup plus sympas avec l'extrême droite. International à présent. Abdelaziz Bouteflika aurait le désir de se présenter pour briguer un 5e mandat. L'Algérie, c'est encore mieux que la mairie de Paris sous Tibéri. À l'époque, dans le 5e arrondissement, on faisait voter les morts. Et là, à Alger, on essaye de les élire. À gauche, la mairie de Paris a financé une étude à 220 000 € pour dire que Paris était sale. Alors imaginez le prix s'il avait fallu démontrer que Paris était propre. Le rapport fait 14 pages, a coûté 220 000 €. 220 000 € le rapport, même Zaya a trouvé ça choquant. Et politique de la ville encore, là c'est à Nice, Christian Estrosi a annoncé qu'un policier municipal sera bientôt posté dans chaque école à Nice. Alors on espère évidemment que c'est seulement pour les écoles maternelles, sinon les policiers vont avoir du mal à suivre le programme. Allez, société. Près d'un Français sur 5 doute encore de la version officielle de l'attentat de Charlie Hebdo. Les 4 autres Français sur 5 doutent encore de la version officielle de Jeannette Bougrab. Un Français sur 5 doute de la version officielle. Alors, ce serait quoi la version? Parce que, si vous voulez, moi, le suicide collectif, j'ai du mal à y croire. Société encore, Anne Hidalgo annonce un pass Navigo gratuit pour les retraités. Bah déjà, ah oui, bah oui, le public évidemment, ça vous plaît. Je dirais même, ça vous arrange. Non, c'est surtout chouette pour Catherine Deneuve, qui va pouvoir aller gratos se faire importuner dans le métro. Et ça, c'est sympa. Mais surtout, le fond de l'histoire, pourquoi Anne Hidalgo veut que les vieux puissent voyager gratuitement. Et vu la circulation dans le Paris, elle préfère que les pompes funèbres soient gérées directement par la RATP. C'est une bonne idée, International. Un incendie s'est déclaré chez les Clinton aux États-Unis, mais alors pas de blessés, rassurez-vous. Sans doute une pipe mal éteinte. Grande-Bretagne, au Parlement anglais, alors ça j'étais surpris, on dénombre 160 tentatives de connexion par jour sur des sites pornographiques. Donc, contrairement aux Français, on ne peut pas dire que les parlementaires anglais n'en branlent pas une, mais les dirigeants du Parlement ont donné une explication. Alors apparemment, la majeure partie de ces tentatives de connexion seraient pas volontaires. Et c'est vrai qu'on tombe assez vite sur gangbang.com, on fait pas gaffe. Et le plus drôle, c'est quand même tentative de connexion. Hein. C'est là qu'on se rend compte qu'il est difficile de faire confiance à des responsables politiques. Évoquer des tentatives alors qu'un gamin de 10 ans peut y arriver, c'est dire leur incompétence. Médias. Violence des CRS contre les migrants, Yann Moix persiste et signe. En fait, après avoir accusé des CRS de maltraiter les migrants à Calais sur le plateau de Laurent Ruquier, Yann Moix a précisé, je cite Yann Moix, tout ce que j'ai dit, je l'ai vu et je l'ai filmé. Voilà, donc il existe un film de Yann Moix dont les images seraient plus insoutenables encore que celles de Cinéman. Éloignez les enfants. People et migrants toujours, Charles Aznavour propose un tri des migrants pour ne pas passer à côté de génies. Ah, c'est vrai, quitte à trier, peut-être qu'on pourrait aussi vérifier dès le début s'ils ne comptent pas s'exiler fiscalement une fois qu'ils seront riches. Ben oui, c'est pas con. Mais qu'il fasse attention Aznavour, parce que après, avec ce genre de pépite intellectuelle, si le tri il est rétroactif, j'en connais un qui pourrait bien retourner en Arménie. Allez, les brèves. Un curé belge accusé de viol d'enfants inuits. Mais ça, quand un homme d'église belge vous dit « Tiens, il me ferait bien un esquimau », voilà, il pense pas comme vous.
grands amateurs de pédophilie dans le public aujourd'hui, ça fait plaisir. Belgique encore, un conseiller communal bruxellois demande le démantèlement de la statue de Jean-Claude Van Damme pour sa présence sur les Paradise Papers. Et ceux qui, comme moi, l'ont vu, la statue, savent très bien que la vraie punition, c'est de la laisser. Et la dernière, en Gironde, un homme tente de voler une voiture avec une femme et un enfant à l'intérieur. Du coup, le mari a vraiment hésité avant de porter plainte. Et on termine par la culture, Thierry. Ah oui. Alors, ça vous aimez, je vous donne des petits conseils pour sortir, pour aller Super, voir des expositions. L'expo la plus attendue de la rentrée à Paris, c'est peut-être celle-ci. Irving Penn, qui Bien aurait sûr. eu 100 ans. Et le Grand Palais consacre une grande rétrospective à ce photographe de mode, célèbre également pour ses portraits et ses natures mortes. Alors voilà, et on en voit une ici, sans doute commandée par le ministère de la Santé, pour rappeler le message 5 fruits et légumes par jour. Globalement, quand on voit la plupart de ces natures mortes, on va en voir une autre, on va en voir en gros, Irving Penn, c'est pas grand-chose d'autre qu'une blogueuse food sur Instagram. Et on se dit qu'il aurait pu participer à un dîner presque pas fait. Voilà, ici il y a une photo plus impliquée. Hein. Voilà, c'est une mise en abîme de Omar Mathieu. Et voilà, une nature morte voilà, plus sobre, à mettre en parallèle avec une autre nature morte qu'on va voir ici. Et là, les plus philosophes d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce qui a été photographié avant, l'œuf ou la poule? Et ouais. Il n'a pas fait que des clichés de bouffe, il a connu toute une série sur les mégots. Le CSA me dit que peut-être on va... Voilà, c'est important, voilà, comme ça on est réglo, je n'ai pas envie que vous ayez des problèmes à cause de moi. Et bien sûr, Irving Penn a photographié des gens. Voilà, on voit cette photo, sur cette photo, on se rend compte qu'au fond, les Beatles n'étaient pas si moches et les Républicains n'étaient pas si unis. Plus conceptuelle, l'œuvre suivante, baptisée Face de football. Et c'est vrai qu'il y a un indéniable air de Franck Ribéry sur cette photo. Ou celle-là. Celle-là est le premier qui fait une blague sur Nomi, la madame qui fait du X, qui va venir en fin d'émission. Je dis non, parce que c'est du lait, bien évidemment, Thierry. Et la dernière, elle est cadeau pour vous, presque un hommage, une œuvre qui résume toute votre vie, Thierry. Une huître, un gros billet, une pilule de Viagra et un morpion. Allez, à la semaine prochaine. Bravo. Et n'oubliez pas que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi soir. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Alors, grand reporter, vous avez sillonné de nombreux théâtres d'opération partout dans le monde, l'Afghanistan en premier lieu. Alors, en 2001, après la mort accidentelle de votre frère, vous tournez le dos à cette vie de baroudeur pour étudier les phénomènes extraordinaires, et en particulier la vie après la mort. Mais en 2014, vous décidez d'aller vous ressourcer dans la forêt amazonienne, et là, vous avez une vision qui vous bouleverse, un officier SS qui meurt sur le front russe, comme si c'était vous. De retour en France, vous découvrez que cet officier a réellement existé, vous vous lancez sur ses pas. Cette enquête, vous la racontez dans un livre intitulé « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre », publié chez Mama, et dans « Salut les terriens ». Alors Stéphane Alix, vous êtes né le 1er août 1968 à Boulogne-Billancourt. Votre père était professeur de géographie en Hippocagne et artiste peintre. Votre mère était femme au foyer et sculptrice. Donc une famille plutôt chaleureuse en fait. Complètement chaleureuse, tout à fait normale. En 1987, vous entamez votre classe de terminale, mais au bout d'un mois, vous plaquez tout pour vous consacrer à votre passion, la photo. Vous demandez à vos parents de nous faire confiance en disant « Écoute, je reviens dans 2 ans, on verra bien ». 2 ans après, vous avez signé un papier dans Le Monde sur la révolution népalaise et votre père vous dit « Tu l'as ton bac ». Exactement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance pour que je suive un parcours un petit peu atypique.
Et ça a été un grand soutien, oui. Ouais. Le 9 mai 1988, c'est en Afghanistan que vous partez, vous avez 19 ans, vous infiltrez Kaboul, alors tenu par les troupes soviétiques, avec les moudjahidines chiites, pro-iraniens. Et quelques mois plus tard, vous publiez dans l'événement du jeudi un papier sur cette 5e colonne. Donc désormais, vous faites partie du club des grands reporters. Et là commence votre vie de globe-trotter, le Tibet, la Corne de l'Afrique, Madagascar, l'Iran, le Pakistan, l'Asie centrale, le Caucase. Et en 1995, vous êtes le premier journaliste français à rencontrer le fameux Mollah Omar, chef des talibans. Vous faites à nouveau un papier dans l'événement du jeudi. Et là, le 12 avril 2001, en Afghanistan, votre destin bascule. Vous êtes à Kaboul avec vos 2 frères. Vous souhaitez travailler sur le patrimoine historique et archéologique afghan. Il faut dire quand même que c'est l'année où les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan. On était à Kaboul depuis 6 mois quand c'est arrivé. Oui. Voilà. Et là, votre frère meurt dans vos bras suite à un accident de la route. Vous décidez d'abandonner le grand reportage pour vous consacrer à étancher votre soif d'essentiel. C'est le mot, c'est exactement ça. Bouleversement. Vous savez, toutes les questions qu'on remise de côté en disant bon, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, pour l'instant, il faut que je bosse, il faut que je vive. Bah là, tout d'un coup, en ramassant le corps de mon frère, je me dis non, je ne remets plus à plus tard, il faut que je comprenne. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il y a une logique à tout ce qui se passe? Et est-ce que je peux le faire en tant que journaliste rationnellement? Voilà, c'est le grand débarrage. Avec votre approche, c'est très important. Avec votre approche journalistique, en vérifiant les faits. Ah bah, je ne cherche pas de religion, je ne cherche pas de spiritualité particulière, je ne cherche pas de réponse philosophique. Je veux savoir concrètement qu'est-ce qui se passe après la mort et est-ce qu'on peut le savoir en faisant une enquête sérieuse comme je le faisais sur le trafic de drogue ou les talibans avant. Est-ce que c'est possible? Vous rencontrez de nombreux chercheurs à travers le monde et vous arrivez à une conclusion, finalement, que la conscience n'est pas une sécrétion du cerveau, mais existe en dehors. C'est pas moi qui arrive à cette conclusion, c'est les médecins, les chercheurs que je rencontre. Mais oui, mais on est d'accord. Je pense que c'est la prochaine étape. Je pense que quand on va comprendre que la conscience, que l'âme, ce qu'on appelle l'âme dans les religions, n'est pas une sécrétion du cerveau, mais a une existence propre, ça va être une révolution copernicienne. Et que le cerveau, plutôt que de générer cette conscience, serait plutôt comme une sorte de transistor, un poste de détection qui nous permet de capter cette conscience et de la traduire, de parler, d'être... Et où serait le siège de la conscience, si c'est pas le cerveau? Nowhere. En dehors de l'espace et du temps. Nowhere, voilà. Oui, il y a eu quelque chose de déterminant, c'est qu'on vit tous de façon unanime, essentiellement en Occident, en se disant qu'après la mort, il n'y a plus rien, que le cerveau meurt, il n'y a plus de conscience, mais c'est basé sur aucune certitude scientifique, cette assertion. Oui. Donc on s'accorde dessus comme par une espèce de consensus, mais il n'y a aucune preuve qu'il y a une vie après la mort, mais il n'y a non plus aucune preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort. Bien sûr. Donc cette ouverture permet là, je toutes les reconnais hypothèses. bien votre esprit cartésien. Complètement. Voilà, c'est très bien. Alors à partir de là, vous vous penchez avec sérieux et rigueur sur des sujets dits surnaturels que vous préférez appeler extraordinaires. Pourquoi le mot surnaturel? Parce que surnaturel, paranormal, tout ça, ça convoque un certain nombre d'idées préconçues qui sont plutôt des idées de rejet. Extraordinaire, c'est vague, mais ça a au moins le mérite de désigner clairement de quoi on parle. On parle de quelque chose qui sort de notre ordinaire et qui ferait peut-être bien d'être considéré plus comme quelque chose de normal. En fait, on s'auto-censure, toutes et tous. Une femme va vivre une expérience de mort imminente suite à un accident, elle va même avoir de la difficulté parfois à en parler à son mari. Parce qu'il y a une espèce de consensus, tout ça c'est du bizarre, tout ça c'est du pas réel, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Et moi ce que je fais depuis 15 ans en tant que journaliste, c'est ouvrir les portes, et je m'aperçois qu'en fait des milliers, des dizaines de milliers de gens vivent des choses comme ça autour de nous. Et en libérant cette parole, on s'aperçoit que tout ça est vraiment, au contraire, une partie de notre réalité. En 2015, vous publiez chez Albin Michel, et vous êtes venu à l'époque sur ce plateau pour en parler, Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez enfermé dans le cercueil de votre père un certain nombre d'objets que vous étiez les seuls avec lui à connaître. Un an après, il y a 6 médiums qui nomment les objets qui étaient enfermés dans le cercueil de votre père. Je connais le sujet, je connais des médiums, j'en ai interrogé, j'en ai testé, mais de le faire moi-même avec des objets que j'avais cachés, mon père ne le savait pas avant de mourir, je lui ai dit après sa mort. Donc j'étais l'unique être vivant
ni ma famille, ni ma femme, ni mes amis, ni ma mère n'étaient au courant de ça. Donc quand effectivement ces médiums commencent à parler des objets et puis de plein d'autres choses, bah c'est vertigineux, on ne peut plus s'échapper là. Ce qui est irrationnel, c'est de ne pas y croire, vous dites. Ce qui est irrationnel, c'est de se dire qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'intéressant dans ce sujet-là et que ça ne mérite pas l'examen. Ça, c'est une position qui n'est pas une position scientifique, c'est une position de croyant qui ne veut croire en rien du tout. Alors, début 2014, vous décidez de faire un break, vous êtes fatigué, limite burn-out, vous décidez de lâcher prise, vous partez au Pérou, à Tarapoto. Tarapoto, pour 20 heures pour y arriver. Quand vous êtes à Tarapoto, vous marchez encore 45 minutes pour arriver à Terra Nova. Alors, Terra Nova, c'est une retraite coupée du monde où se retrouvent des gens qui veulent pratiquer l'introspection, c'est ça? En fait, c'est un centre chamanique qui pratique la médecine amazonienne et qui permet effectivement de découvrir cette médecine, de découvrir les possibilités d'introspection qu'elle permet à travers un travail de diète avec des plantes et avec un isolement. L'idée, c'était vraiment de me couper de tout. Pour aller au plus profond de moi, j'avais vraiment besoin de faire un bilan de vie comme ça nous arrive parfois. Un jour, vous êtes là-bas, donc, à Terra Nova, vous avez un paysage devant vous, et d'un seul coup, le paysage devient uniformément blanc. Vous voyez un char d'assaut. Et derrière le char d'assaut, vous voyez des hommes qui avancent, protégés par le char d'assaut. Des Allemands. C'est la guerre. Et vous êtes l'un d'eux. Vous découvrez que vous êtes l'un de ces hommes qui marchent derrière le char d'assaut. Un officier SS qui meurt. Il meurt d'un éclat d'obus qui lui a sectionné la jugulaire. Et là, vous savez comment cet homme s'appelle. Vous avez son nom, Alexander, et bientôt Hermann. Tout ça vous arrive. Et vous avez le sentiment qu'il s'agit de vous. Dans ce moment qui est un moment où je suis relaxé, allongé sur mon lit, les yeux fermés, mais je ne dors pas du tout, effectivement, cette scène qui est énormément émotionnelle et complètement inattendue, je sens une proximité très forte avec cet homme. Je suis à la fois observateur, il est là à 1 mètre de moi quand je le vois prendre cet éclat d'obus, et à la fois je me glisse dans son corps à d'autres moments. Il y a ce va-et-vient permanent, cette scène de sa mort se répète à plusieurs reprises, et j'ai même son grade, alors que je ne parle pas un mot d'allemand. Obersturmführer. Obersturmführer qui me vient à l'esprit. Ouais. Alors l'expérience se prolonge, vous le voyez dans sa vie civile, vous le voyez à Paris. Au départ, vous pensez que ces réminiscences sont le fruit de votre culture. Vous dites, j'ai lu Little, j'ai lu Les Bienveillantes, j'ai lu pas mal, j'ai vu des films avec des soldats allemands, des soldats SS qui étaient en Russie. Donc tout ça me revient, je fais une projection. Voilà, vous croyez vraiment que tout ça est le fruit de votre esprit. Jusqu'au moment où vous allez sur Google, vous tapez Alexander Hermann, et là, il y en a 2 qui apparaissent, dont un était Obersturmführer. Vous décidez d'enquêter. Vous allez en Allemagne, vous allez en Russie, vous retrouvez l'endroit où il est mort. En fait, il faisait partie de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire de l'offensive hitlérienne contre la Russie. Donc voilà, vous repérez. Et une question vous taraude l'esprit à ce moment-là. Pourquoi Alexander Hermann, mort en Russie en octobre 1941, serait-il revenu, si on croit à la réincarnation, serait-il revenu dans un embryon français conçu à Paris autour de Noël 1967? Parce que c'est ça l'histoire. En fait, l'élément vraiment déterminant qui, pour moi, a transformé cette expérience qui me paraissait simplement être une coïncidence curieuse, c'est le fait que j'ai eu entre les mains son dossier militaire 1 an après cette expérience au Pérou, et que dans son dossier militaire, j'ai découvert son acte de décès qui stipule qu'il est mort touché par un éclat d'obus à la gorge. Oh là là. Et ça a été pour moi, ok, là on n'est plus dans la coïncidence, on n'est plus dans le truc bizarre, il y a quelque chose qui me concerne, qu'il faut que je comprenne. Quel est ce lien que j'ai avec cet homme? Est-ce que c'est moi dans une vie d'avant? Il fallait que je comprenne. Et à partir de ce moment-là, j'étais acharné à faire cette enquête. Est-ce que c'est vous dans une vie d'avant? Est-ce que c'est 2 âmes différentes dans le même corps? Il est difficile de trancher là-dessus. Il est évident qu'il y a un lien, il est évident qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. De découvrir sa vie, de découvrir son parcours, de réapprendre en fait ce qu'a été la montée du nazisme me fait aussi prendre conscience de ce que je porte. Alors je partage évidemment aucune de ces idées, mais je suis obsédé par la guerre et la violence depuis tout jeune. Je suis parti à 19 ans rejoindre les Moudjahidines.
La guerre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu comprendre, comme si cette espèce d'obsession me poursuivait. Et en fait, je me rends compte, après quelques semaines d'enquête, que c'est comme si j'avais hérité, non pas de ses pensées, ses idées, mais de ses traumatismes. Oui. Comme si quelque chose avait pu être transmis de cet homme jusqu'à moi aujourd'hui. Et j'essaie de le guérir, du coup, à partir de ce moment-là. Après 5 mois d'enquête, vous êtes convaincu que Alexander et vous n'êtes pas le même homme, mais l'émanation d'une même conscience. Ce qui est frappant, c'est que cet homme me ressemble pas. C'est pas moi. Il est mort il y a 72 ans. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je pense, ce que j'aime, ce que je déteste. Et on est profondément différents. Mais pourtant, on est liés par quelque chose. On passe maintenant à la question sous serment. Stéphane Alix, jurez-vous que votre récit est parfaitement authentique? Je le jure, jusqu'à la moindre virgule. On rallume. Et on passe maintenant à notre T'étais où de la semaine? Roland McDan, rebonsoir. Alors vous êtes ici ce soir, Roland, parce que vous fêtez votre 40 ans de carrière avec un spectacle reprenant vos meilleurs sketchs, mais aussi pour un prime time sur C8 le 27 janvier, juste après Salut Terrien. La dernière fois que C8 a diffusé un prime time de vous, c'était un carton intégral. Donc on les connaît sur C8. Quand ça marche, ils refont. 40 ans de carrière, vous avez commencé sous Giscard et vous êtes toujours là sous Macron. Bravo. Vous avez déclaré « Je ne sais toujours pas ce que c'est de faire rire ». On va quand même vérifier un truc, parce que c'est votre gros truc, ça. Je sais que ça vous énerve, mais l'un, c'est comment? Et voilà. Et voilà. C'est l'un, c'est son gimmick. C'est le truc qui vous a rendu célèbre. Et tout à fait. L'un, on regarde. L'un. Buvez, éliminez. Là. Des couches-culottes cracougnottes, des couches-culottes très rigolotes. Avec Lala Cracouniel, les cheveux bougent et reviennent bien en place. C'est bon, mais ça emporte la gueule. Moi, le fromage, je l'aime quand il est bien crémeux. Oui. Le ton, c'est... Oui. Ça a fait notre joie, hein. Ici la voix. Oui. Thierry, bonne nouvelle, l'émission vient de faire un bond en avant sur la catégorie des plus de 75 ans. Tant mieux. Il n'y a plus qu'eux qui regardent la télé, de toute façon. Alors, ça vous agace quand on vous parle de l'un? Non, mais comme quoi on peut partir de loin. Ouais. Mais alors, il paraît que vous avez refusé une publicité pour Orangina, bien payée, parce qu'ils vous demandaient de faire l'un. Je vous jure, c'est la vérité. Je voulais tellement me détacher de ça. Ah ouais. Mais c'était pas con leur idée de prendre 2 bouteilles d'Orangina et les secouer en faisant ça. C'est pas idiot. Mais j'en pouvais plus, quoi. Donc. Alors, dans les gimmicks, il y a aussi la moustache. Vous l'avez rasée une seule fois, vous aviez 32 ans. C'était pour un casting pour remplacer Julien Clerc dans la comédie musicale R. La productrice a dit non, je vous déconseille de raser votre moustache. Et vous l'avez gardée. Elle a dit pareil à Hitler. Hein, oui. Et alors, Roland McDan, il y a les punchlines. J'ai noté un certain nombre de punchlines de vous. Si les genoux se pliaient dans l'autre sens, à quoi ressembleraient les chaises? On dit que la drogue multiplie les capacités par 10. Qu'est-ce qui se passe quand on est con au départ? Oui, c'est vrai, on peut se demander. Est-ce qu'une poule constipée pond des œufs durs? Non. On dit qu'un Français qui roule en Mercedes, c'est un luxe. Un Allemand qui roule en Renault, c'est la nostalgie. Si je demande à un taxi de me ramener chez moi en marche arrière, quand on arrive chez moi, est-ce que c'est lui qui me doit de l'argent? Une femme qui se fait avorter, on dit qu'elle commet un meurtre. Un homme qui se masturbe, c'est quoi? Un génocide? Roland McDan, mesdames, messieurs. On regarde. C'est normal que les hommes et les femmes s'engueulent. C'est normal, c'est aussi parce qu'on n'est pas fait pareil. On réfléchit pas de la même manière. On est décalés. Les hommes et les femmes, on est décalés.
Avec ma femme, on est tellement décalés, je te jure, des fois, je sais même plus si ça s'appelle encore du décalage. L'autre jour, je lui dis, notre voisin de palier est mort. Elle me dit, qu'est-ce qu'il avait? J'ai un 5 pièces comme nous. On est décalés, tu sais. Hier, je demande à mon voisin s'il avait passé de bonnes vacances. Le mec, il me dit, j'ai passé le mois d'août dans le coma. J'ai dit, j'espère que vous avez eu beau temps. Avec ma femme, en tout cas, on est très décalés. Ce matin, elle me dit, à Los Angeles, il y a un mec qui se fait écraser par une bagnole toutes les heures. Moi, j'ai dit, putain, le pauvre mec. Alors, Roland McDan, les plus grands sketchs en tournée dans toute la France et sur C8 en prime le 27 janvier. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à la légende de Roland McDan. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Alors, on commence avec votre vrai nom. En fait, c'est Roland Magdansky, parce que comme la cirrhose du foie et le chômage dans le bâtiment, vous êtes d'origine polonaise. Eh oui. Votre père était mineur dans le Nord. Exactement. J'ai toujours sa lampe de mineur sur mon bureau et je me dis que quand je la regarde, qu'on fait... Ouais. Moi, je fais un beau métier, quoi. Votre père s'en va à Grenoble, il devient ingénieur, où vous naissez le 3 juillet 1949, ce qui nous fait le même âge, mon cher Roland. Bien, À l'adolescence, vous êtes d'abord tenté par des études de médecine, avant de devenir chanteur des rues, brocanteur, vendeur de pantalons. Alors, c'est plus difficile de vendre une vanne sur scène ou un pantalon dans une boutique? Ah, plus difficile de vendre un pantalon dans une boutique. Ah ouais, c'est dur. Oui, je remercie les gens qui m'ont fait travailler à cette époque, parce que c'est vrai que j'ai tout fait, quoi. Chauffeur du mime Marceau, moi j'ai Justement, vous étiez chauffeur du mime Marceau, alors... Il l'emmenait n'importe où, l'autre, il parlait pas. J'adore Laurent. J'adore Laurent, parce que la vanne, ça devait être chiant pour savoir à quelle adresse l'emmener. Donc voilà, Laurent Baffy. Ça vaut le griller. Alors, vous rejoignez la compagnie de Michel Fugain à ce moment-là, mais c'est sur scène que vous triomphez avec votre premier one-man show, La Cour des Miracles. Vous êtes le premier à faire du stand-up en France. Ben oui, parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment la mode, le one-man show. Ensuite, ce sera la télévision avec le Colaro Show. Beaucoup de succès. Vous avez fait le générique du Colaro Show. Oui, là, c'est le drame. C'est ça? C'est pas ça? Ça ressemble au Big Cheese, hein. Le drame. Vous frôlez la mort dans un accident de la route, au volant de votre Ferrari, qui finit encastré sous un camion. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous réalisez que la vie est trop courte et que les Ferrari sont trop rapides, hein? Oui, j'ai surtout pensé, vous savez, on dit toujours, on voit sa vie. Moi, j'ai pas revu ma vie, je me suis dit, putain, j'ai rien fait de ma vie. Ouais. Alors que j'avais déjà fait beaucoup de choses, mais donc, quand je me suis réveillé, j'ai fait là, maintenant, je vais faire tout ce que j'ai envie. Et puis, j'ai décidé de plus mettre de barrière à rien. C'est un peu dommage, parce que vous auriez pu être le James Dean français, finalement. Oui, dommage. Je suis pas sûr. Et là, vous vous demandez ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait. Et vous vous dites, j'aurais aimé aller aux États-Unis. Exactement. Mais quand je me dis ça, je vends 800 000 albums par an. C'est-à-dire que tout le monde me dit, tu es fou, quoi. Ouais. Non, j'ai envie de faire ça, ça y est, foutez-moi la paix, voilà, je vais là-bas. Ouais. Ah, vous partez aux États-Unis? Oui. Quand vous arrivez là-bas, vous passez une audition au Comedy Store à Los Angeles sur le Sunset Boulevard et vous êtes engagé. La première fois que je passe sur scène aux États-Unis, il y a un problème parce que les Américains veulent traverser le ciel français pour aller bombarder Kadhafi. Ouais. Et officiellement, les Français disent non. Ouais. Mais officieusement, les avions sont passés. Mais à l'époque, donc, c'était boycott de tout, des restaurants français. Les frites qui boycottaient les French fries, oui. Voilà. Et moi, j'arrive le soir, le premier soir, hein, bonsoir, je suis français. Là, j'ai droit à rentre chez toi, enfoiré. Je vous passe les détails. J'avais 20 minutes de show, je pars au bout de 5 minutes, parce que je me dis, je vais me prendre une bouteille sur la tronche. Et le lendemain, je me dis, il va falloir que je réagisse. Donc le lendemain, j'arrive avec la phrase qui a sauvé la situation. J'ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je suis français. Ouais. Et après, j'ai enchaîné avec un personnage de français tout à fait arrogant, tel que vous voyez les Américains, parce que c'était plus le charming, c'était vraiment le français arrogant. Donc je suis arrivé avec ça. Et ça a marché. Ça marchait. Ça a marché.
En 1989, vous participez à Star Search sur NBC. Oui. Et vous êtes élu meilleur comique étranger. Oui. Vous êtes sûr, c'était pas meilleur comique étrange? Oui, peut-être pour eux, mais... C'est étranger, non mais c'est dingue. Ben oui. Roland, vous étiez content d'être parti alors. Mais ça donne quoi l'un en anglais alors? Ah oui, non, mais là, non, il n'y avait plus de l'un du tout. Non, il n'y avait plus. Mais de la bonne vanne. Là, vous tournez une série pour CBS. Oui. Pour faire un flic français. Oui. Il s'appelle René, non? Oui, je jouais le Frenchie qui avait une histoire d'amour dans chaque épisode avec une femme différente. Donc à un moment donné, ça fatigue quand même. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes revenu en France? Ah, je suis revenu parce que il y a un moment donné où j'ai fait, je ne devrais pas le dire, mais j'ai fait ça pendant 5 ans et on a tourné dans tous les pays du monde. Vraiment. Et j'ai fait une dépression, tout simplement. Un jour. Mon pauvre Roland. Ouais. Oh, Non, mais il faut savoir que c'est la guerre aux États-Unis hein, quand on fait une série comme ça. C'est-à-dire, j'étais le numéro 3, numéro 1, c'est la guerre. Donc vous revenez en France et là, vous faites un album de chansons sérieuses. Oh la vache. Pour renouer avec votre première vocation, parce que je pense qu'en fait, à l'époque de Fugain, vous vouliez être chanteur, vous avez été comique, et là, vous vous dites, bon, maintenant, ça y est, j'ai fait les États-Unis, je reviens en France, je vais faire le chanteur. Toujours ce que j'ai envie de faire, voilà. J'ai envie de faire ça. Voilà. Sauf que vous passez de ça... Oh non, ouais, vous avez les images. À ça. Oh non. Ah ouais. Sauf que sur la première, je vendais beaucoup et que ça, j'en ai pas vendu beaucoup. Un croisement entre Phil Barnet et Magnum, un peu. Là, il se dit, je vais être vraiment moi-même. Sauf que je lui ai dit que puisque je reviens des États-Unis, tout le monde m'a oublié, je vais faire de la chanson. Sauf que personne m'avait oublié. Tout le monde voulait Voilà. Vous dites, ça fait 30 ans que j'entends que je ne serai pas là dans 2 mois. J'ai toujours été un outsider. Si ça peut faire plaisir aux parents qui ont des enfants qui sont un peu en difficulté, allez-y. Hein, les mômes, il y a un moment donné, quand on est passionné, on y arrive. Aujourd'hui, finalement, vous vous dites, après tout, j'ai essayé les États-Unis, j'ai essayé la chanson. En fait, je suis un rigolo, quoi. Complètement. Je suis juste un rigolo, quel point d'être rigolo, à qui préfère le rire ou la... Voilà. Juste un fou du roi, et le roi c'est toi, monsieur dame. Christophe de Chavannes, bonsoir. Très heureux de vous voir. Mais plaisir partagé. Très heureux de voir que vous avez survécu à tout. Au talk show, au jeu, à la gloire médiatique, à la traversée du désert, à Patrice Carmouze, à Mike Horn, au sexe, à la drogue, au rock'n'roll et au sampleur de Thierry Ardisson. Survivor, Christophe de Chavannes. Entre nous, Christophe, est-ce que vous êtes seulement entre nous jamais dit que vous avez fait la connerie du siècle en plaquant le boulot d'agent immobilier pour faire de la télé? Non, mais je me suis dit probablement que j'avais fait, fut un temps, la connerie d'arrêter Ciel Montmardi. Ouais, par exemple. Non, parce que si vous aviez continué l'immobilier tel que je vous connais, vous seriez devenu Stéphane Plaza. C'est la raison peut-être pour laquelle... Ouais, Non, c'était pas ce pourquoi j'étais fait. Ouais. Alors, elle va comment, la petite? Bah oui. Ma fille va très bien. Tu savais pas que... Ça y est. Non, Christophe. Il est grand-père. Il est grand-père. Vous êtes grand-père. Ah, Christophe est grand-père. Eh oui. Elle s'appelle Jeanne. C'est la fille. Ça, attention, dites donc, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dit, ça. Ah bon? Le prénom est secret, mais il l'est plus. D'accord, on va le biper. Ne bipez pas parce que c'est une beauté incroyable. Ah oui, j'ai vu, vous m'avez montré des photos tout à l'heure dans la loge. C'est une beauté incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette gamine. C'est au-delà du touchant, cette histoire. Il est déjà gâteux, t'as vu? Évidemment. D'abord, en plus, ça rapproche de manière sensible et très importante la famille, ce qui est plutôt... Ça vous a rapproché de Pauline, en fait. Ça m'a rapproché ça nous a tous un peu rapprochés, voilà. Oui, enfin, voilà. Ah là là. Il a complètement... Vous êtes grand-père, vous? Oui, 6 fois. 6 fois, oui, d'accord. Ah oui. Et toi, Pas non. encore, non. Pas encore, mais ça va arriver bientôt. Mais on continue.
On continue les essais. Alors, Christophe, depuis que vous êtes grand-père, c'est normal, vous vous sentez un petit peu plus à votre place dans la croisière H-Tendre. Non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est normal, il fait des croisières maintenant, bah oui. Exciting and new. On en sort, on est descendu du bateau. Je sais, mais parlons-en quand même, parce que ça a duré quand même du 4 au 11 novembre, donc 7 jours, 3000 passagers, une salle de spectacle de 1600 personnes, avec, pas tous les cités, il y avait 28 personnes. Il y avait Dave, il y avait Sheila, ça vous fera plaisir. Le retour d'Herbert Léonard. Herbert Léonard, après le coma. 2 mois de coma. Et voilà. Et vous, donc, vous êtes resté et voilà. tout le temps. Non, mais. Ah, j'étais là du début Vous à la êtes fin, resté, bah oui, malgré la naissance le 10 novembre de Jeanne. Oui, on va pas. Oui, enfin voilà. Non, mais vous auriez pu rentrer à Paris pour assister à la. Mais je suis rentré à Paris, non pas pour assister à l'accouchement, parce que je ne suis pas le père, quand même. Oui, évidemment. c'est vrai. Mais quelques heures après, j'étais là, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette croisière? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'à un moment, la ligne aérienne de Malte, Air Malta, a perdu la valise de Nicoletta. Non. Ouais, et soudain, c'est le drame. C'est le drame. Et dans la valise. Il y avait Mamie Blue. Non, il y avait le fer à friser. Oh merde. Ah, mais vous enquêtez dans cette émission. Je vois qu'il y a de l'investigation. Ah, bah oui. C'est pas Élise Lucet, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Elle n'a qu'à bien se tenir. Christophe, vous êtes réconcilié avec Sophie Favier? J'ai jamais été fâché avec Sophie Favier. Je n'ai jamais été fâché. Elle t'en veut. Hein. Alors, elle a écrit que je lui avais brisé sa carrière, mais je n'ai jamais été... Sophie Favier, donc, animait les shows. Elle a animé les shows le sur soir la sur le bateau. croisière, évidemment. Sauf que je comprends pas comment elle a pu faire ça, parce que la dernière fois qu'elle est venue ici, on va regarder ce qu'elle a dit. On regarde. Ah, quel salaud. Non, il était déjà parti. Ouais. Parce qu'il me trouvait mauvaise, ouais. Il est allé le dire chez Marc-Olivier Fogel que j'étais pas bonne. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Peut-être qu'il a peut-être pas digéré que j'ai eu autant de succès, j'en sais rien. Je vais pas piquer sa place. Enfin, non, on s'est jamais revu depuis ça. Vous vous rendez compte, ça c'est terrible. Il m'a envoyé des fleurs pour la naissance de ma fille en 95. Je ne l'ai jamais revu, je n'ai jamais eu le droit, ne serait-ce qu'à un café pour s'expliquer de ça, jamais. Un café, s'il vous plaît, c'est pas grand-chose un café. Christophe, Oui, quoi? cette pauvre Sophie Favier. Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait une émission qui fait 45% de part de marché. Mais où? Sur TF1, à l'époque, vous étiez son producteur. 45% de part de marché. Ça s'appelait Sens Interdit. Et vous n'avez pas voulu faire la deuxième, Christophe. Vous lui avez niqué sa carrière. Mais à l'époque, j'étais un peu nerveuse. Vous reconnaissez. Et parce que, non, et je vais vous dire un truc, ça me regarde si, en tant que producteur, une émission ne correspond pas du tout à ce que je voulais qu'elle soit. Elle en souffre, Sophie. Ben, non, elle en souffre pas. Elle en foufre. Rien à voir. Tu es le plus beau des bateaux. H-Tendre, la tournée des idoles, 2h30 de tube, présenté par Cyril Ferraud. Qui fait ça? Ah, il est génial. Pour les vieux, il est parfait parce que il est déjà sur France 3 tous les jours. Non, mais on peut rigoler. Oui. Et donc, je suis le producteur de la seule tournée sur laquelle il y a un prêtre qui est faite pour les gens qui avaient ces références. Je n'écoute pas un mot de ce que ce garçon dit. J'aimerais bien que le public fasse la même chose. S'il vous plaît. Alors, ce qu'il faut dire quand même aux gens, c'est qu'on peut payer en francs. En ancien franc. Franchement, c'est un bon truc. Alors, un bon truc, je ne sais pas, parce que j'ai récupéré cette tournée, j'ai racheté cette tournée à un moment où je pensais qu'elle était un peu fatiguée. Oui, et en fait, elle était décédée. Et donc, il a fallu redonner confiance à ce public. Entre novembre et Noël de l'année dernière, tous les week-ends au boulot, ça n'a pas été si évident que ça. Et puis après Noël, ça a été l'explosion et c'était vraiment un carton. Donc, si on redémarre en janvier prochain, comme nous avons fini après Noël l'année dernière, c'est bon. Ça va être formidable et ce sera tant mieux parce que les choses ne sont pas évidentes. Ah mais c'est un gros truc, le spectacle vivant, c'est pas comme ce qu'on fait ici. Et voilà, hein. et donc moi je découvre un vivant. Au fur et à mesure. Alors, TF1. Ça m'énerve. Alors cette série-là qu'ils ont mis à la place de The Wall... Quelle série? Bah, Demain nous appartient, là. Il la continue, cette série. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, déjà, vous allez revenir à Noël avec The Wall.
C'est annoncé? Non, c'est pas annoncé, mais vu qu'ils en ont tourné 40, je connais TF1, ils vont pas les mettre à la poubelle non plus. Bon, ceci étant, ils recommencent leur série après The Wall. Hein. Leur série de merde, en plus. Bah oui. Tu crois pas que je vais commenter ce genre de choses? Non, non, je vous demande pas de... Bon, non mais bon, on vous souhaite le meilleur. Vous êtes toujours bienvenue chez nous. Ah, je suis producteur d'une quotidienne, oui. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, oui. Ça permet à mes collaborateurs, à ma société d'avoir du travail et de vivre. Maintenant, j'ai un métier. Donc il faut que je le fasse, ce métier. Et je vais le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Je sais, enfin, il n'y a pas de souci, si, il y a plein de soucis. Mais je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Je sais vraiment ce que je veux faire. Donc je le ferai là où je pourrais. Et maintenant, pour se changer les idées, mesdames, messieurs, en hommage à Sheila, qui fait partie de votre tournée, voici Camilou. Il est où le guitariste? Viens, mon petit. Oh, il est mignon. Mathias Cavani. Ah, c'est The Voice Kids. Ouais. He's a ladies' man, always read with a kiss on the hand. Protects us all, at the ready to answer call. In his own special way, he's gentle and kind, oh, bright shining haze. Love in his eyes, my heart keeps set between him by his side. His space, Eh bien. chaser, space, star chaser, the galaxy. You can trust everyone that's me. I'm so lucky, you're the only one I'd ever need. He was blessed with tonight. He put his life on the line every time he's in flight. A man you can trace, but I love with lesbian pain and face. His star chaser, star chaser. Ouais. Merci. Merci. Bravo, bravo, bravo. Salut Mathias, merci d'avoir été avec nous. Christophe de Chavannes, vous ne serez pas surpris que je vous fasse une interview Hardiview classique. Christophe, vous pensez à quoi là en ce moment? À vous. Oh. Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous dites quoi, Christophe? Que je prends un peu, Ouais. mais que je m'en sors pas trop mal. Ouais. Vous avez quel âge C'est un là? peu présomptueux. Quasi 60. Franchement, vous êtes bien, non? Oui. Il est bien. Bah, hein. S'ils vont dire, oh bah non, on est mal. Hein. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Je voudrais me faire opérer du zizi, voilà. Pourquoi? Pour le raccourcir. Il n'a pas été raccourci quand vous étiez petit déjà? Ah, alors là, c'est une longue histoire. Je m'appelle Christophe, hein, je vous rappelle. Oui. Donc, ma maman était un poil dans le déni. Ouais, parce elle s'était cachée pendant la guerre, c'est ça? Ah, oui, oui, elle a un peu même changé de nom, hein, tout ça. D'accord. Je comprends. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Oh laisse, on va le faire. Que... Ben, écoutez, franchement, j'ai pas un bon temps non plus. C'est ça le problème, c'est qu'il sait pas quoi dire de négatif sur lui. Si, j'ai un vrai souci avec le retard, avec l'exactitude, donc. Ah oui, ça on le sait, oui. Quelle insulte qui vous a fait le plus mal? Alors, quand j'étais petit, j'étais vraiment petit, et donc je me faisais traiter de nain en permanence. Ah ouais. Ce qui est probablement, cela dit, comme je ne pouvais pas me battre avec les plus grands parce que je me faisais déchirer, donc ça m'a probablement aidé à développer ma parole. Oui. Comment aimeriez-vous mourir? Rapidos. Ouais. Vite fait. Oui, pas devenir genre, je marche dans la rue avec la bouche ouverte et tout ça. Non, non, je voudrais que ce soit... Je voudrais que ce soit assez rapide et certainement pas par incinération, en tout cas. On ne meurt pas par incinération. On est incinéré après. Ah bon? Un peu de chronologie, mais c'est pas mal. Ça dépend où tu meurs.
Carole Rousseau, rebonsoir. Carole, vous connaissez tout le monde sur ce plateau? Quasiment. Laurent Baffy, vous le connaissez? Oui, depuis longtemps. J'ai retrouvé des images de votre première rencontre. Mais les costauds! Voilà. C'est toi qui as choisi ça? D'abord, elles sont très jolies. Ensuite, on ne me parle toujours que de mes chaussures. Ça, c'est pas très élégant, Laurent. Je suis bien d'accord. Mais bon, ça passe pas heureusement à l'écran. Tu choses du 44, on peut le dire? Fais voir tes pieds? Non, arrête. Oh, fais voir tes pieds? Non. T'as marché dans quoi? Fais voir. Vas-y, enchaîne. Bon, je vais essayer d'enchaîner. Je vais finir. Bon alors, à une époque, faut pas abîmer les chaussures. Oh Regarde, regarde. Ça c'est du pied propre, tu peux y aller. C'était quoi cette émission? Nos meilleurs moments, je crois. Ah ouais, c'est bien resté dans l'histoire de la télé, ça. Ben, on m'en a beaucoup parlé. Hein. Ouais. Ah ouais. C'était énorme, non? Ouais, c'était très drôle. Vous l'avez bien vécu, le truc, quand même, oui? Ah oui, 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 très Non, bien. après, mais moi, je l'adore. Le problème, c'était la culotte après, quoi. Oh ouais. Mais je dis à Marlène Schiappa, c'était une autre époque, quoi. Ah, ça, c'est sûr. On pourrait plus faire ça aujourd'hui, tu vois. C'est fini maintenant. Mais c'est vrai que vos pieds fascinent pas mal de gens, quand même, non? Bah, à l'époque, parce que sur, comment ça s'appelle, Plein les yeux, j'étais perchée sur des trucs et j'avais pris le parti de mettre des talons parce que j'avais une petite tablette et que c'était juste plus confortable. Vous savez qu'il y a des sites, quand même, sur Internet consacrés à vos pieds, Oui, quand oui, même. pareil. Et elle a une maison aux îles Canaries, tu peux le dire. Alors, Carole, vous animez la 2e saison du jeu d'aventure Safari Go, tous les vendredis en prime sur Gulli. Il y a aussi un livre de jeu qui sort. Alors, le principe, c'est 5 familles qui s'affrontent pour obtenir le titre de Ranger Family à travers des épreuves de connaissances, des épreuves physiques, des expéditions, des missions. Bah oui, c'est plutôt aussi pour ça que j'ai dit oui, parce que j'aimais l'aventure et l'idée que ce soit une femme qui anime ce genre de programme. Ouais. Ça doit être évident de garder le look dans ce genre de jeu, parce que là, on n'est pas photographié de face, avec 10 000 kilos de lumière dans la gueule. Bah voilà, c'est ça. Hein? Là, on est bien, là-bas, on est beaucoup moins bien, mais c'est pas grave. C'est filmé au Limpopo. C'est sympa? Très. Je me suis beaucoup amusée. Est-ce que vous avez vu Frédéric Lopez dans le Limpopo? Parce qu'il est toujours... pas croisés. Ah ouais, il est toujours en train de se traîner avec 4 stars. Ouais. Non, non, mais on s'est pas croisés. Alors, le drame, c'est que le premier épisode de Safari Go a été diffusé en face du grand concours des humoristes sur TF1. C'est horrible. Ah bah oui, c'était Carole contre Rousseau, vous avez déclaré, on me sort 2 fois par an sur TF1. Ce soir-là, on me voit sur Gulli. C'est horrible. Non, c'est drôle. Enfin, écoutez, moi, franchement, je sais pas, c'est un concours de circonstances. Normalement, on devait être diffusé, en tout cas sur TF1, plus tôt en janvier. Après, vous savez quoi, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà. On vous voit aussi sur TF1 dans le grand concours des animateurs. Alors, j'adore cette émission. Oui. Parce qu'on voit que les animateurs ne sont pas aussi cons qu'on ne le pense. Pas tous, pas tous. Hein. Que le pense Frédéric Becbédé. Maintenant que Sandrine Quétier est partie, est-ce que TF1 vous a proposé Danse avec les stars? Je n'ai eu aucune nouvelle. Ah ouais? Non. Même comme candidate? Alors, comme candidate, on m'a appelée pour la saison passée. Ah. On m'a demandé, c'était très très urgent, il fallait que je fasse un essai. Je suis assez curieuse et ça m'amusait, donc j'ai fait cet essai. Aussi pour faire plaisir à la personne qui m'a demandé de faire cet essai. Ouais. Mais de toute façon, je pense que j'aurais pas pu être candidate sur cette émission parce que j'ai un côté quand même assez pudique et réservé et il y a des choses que j'ai pas envie de donner à la télé, donc voilà. Jusqu'à ce soir. Peut-être. On va voir ce que vous arrivez à obtenir. Alors, vous avez déclaré avec TF1, tout va bien. C'est ce qu'on dit quand tout va mal, non? Non, tout va bien. Après, tout va. Les relations, elles sont. Mais en plus, je vais dire, elles sont ni pas bonnes ni bonnes. Elles ont été excellentes. Aujourd'hui, elles sont plus distantes, elles sont plus techniques, moins humaines. Moi, je suis arrivée à la télé un peu par hasard. J'ai jamais eu de plan de carrière. Ça marche, ça a très bien marché. J'ai eu beaucoup de travail, beaucoup d'émissions. J'en ai moins. Ça a coïncidé avec le fait, ou peut-être à cause de ma grossesse et donc de mes jumeaux. Vous savez quoi? Ouais, vous faites avec, oui. Voilà. Sur TF1, je peux vous le dire, ils sont contents de votre manière de ne pas présenter des émissions. Et
c'est sûr que je suis pas celle qui leur pose le plus de problèmes. Non, c'est sûr. Moi, je vais pas sonner à la porte, je les flatte pas, je vais pas pleurer, je vais pas me décolleter, je fais rien de tout ça, donc voilà. Vous savez quoi, je me demande s'ils vous ont pas laissé partir en Afrique du Sud pour Gulli, pour que vous soyez mangé par un lion. Alors je me suis fait grignoter par un anaconda, mais c'est pas là-bas. Non, mais c'est raté, hein, parce que je suis revenue. Et il en faut un peu plus pour me dégommer, je pense. Et puis alors, vous avez un jugement sur la télé d'aujourd'hui qui n'est pas complètement faux, mais vous dites c'est beaucoup moins artisanal qu'avant, les gens prennent moins de risques, il y a moins de création. Oui, les gens sont plus durs qu'avant. Oui, on vous parle d'argent et de budget avant de vous parler de contenu. Donc moi, je n'ai pas été habituée à ça. C'est vrai. Et ça, je trouve que c'est dommage. Alors voilà, en même temps, vous dites, je réfléchis à quitter l'antenne. Je n'ai pas envie de me dire que je serai l'espèce de vieille gloire qui s'accroche encore. Non, là, enfin, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un signal qui est un peu... Peut-être qu'il faudrait que je dise... J'arrête tout. Est-ce que j'ai déjà fait le deuil de la télé ou pas? Je sais pas. S'en fout, arrête. Non mais, voilà. Arrête quoi? De parler ou arrête la télé? Tout. C'est vrai, Carole, que la naissance de vos jumeaux... Ah voilà, ça a tout foutu en l'air, cette histoire. ça Vittorio et Lucchino, je crois qu'on... Non, mais c'est vrai que ça vous a donné un petit peu envie de lever le pied. Après 20 ans de carrière où vous avez travaillé d'une manière effrénée... Aujourd'hui, vous vous intéressez à vos petits, c'est normal. Oui, c'est normal, mais moi, ça me va très bien. Vous en avez 2 en plus. Oui, souvent avec les jumeaux. Hein, ça va de pair. Ce sera un repère. Dites-moi, c'est la première fois que vous avez des enfants? Oui. Vous aviez peur de ne pas pouvoir en avoir? Ah bah oui, moi je faisais ma vie, j'avais... Vous avez 45 ans, vous n'avez toujours pas d'enfants? J'ai eu du mal à les avoir. C'est pour ça qu'il faut faire les enfants tôt, je pense. Bon, après, je ne vais pas parler des fausses couches, les machins, les trucs, des FIV, les FIV. On fait des jumeaux. Oui. Ou des noirs, les Jackson FIV. C'est ça. C'est un peu le mal du siècle. Mais dans mon cas, c'est assez formidable parce que j'en ai eu 2 et voilà. Docteur, comment ça se fait que quand on a des enfants par FIV, on en a 2? Eh ben si. Par FIV? Ah bah parce que en général, on réimplante... C'est à moi qui l'a posé la question. Contente-toi des frottis, toi. Parce qu'en général, quand on fait on réimplante plusieurs embryons pour avoir une chance d'en avoir un qui tienne. Et parfois, il y en a plusieurs et on est obligé de faire ce qu'on appelle une réduction embryonnaire, c'est-à-dire malheureusement d'en enlever quelques-uns pour qu'au maximum, il y en ait 2 qui restent. Et c'est lequel ton préféré? Ils sont trop sourds. Voici Maître Gims et Sofiane. Et la chanson s'appelle Loup-garou. Est-ce qu'on a du monde ici? On fume du porc, on va manger du shit. Tout en t'étonne pas qu'on sous-traite la violence et mes victimes t'expliquent qu'on est danger du fric. Cimetière de rappeurs, véritable insolence. J'étale le cosmos, c'est toi qui amènent. Au sommet de l'empire vivant, dealer de l'ombre et de ville qui ramène. On pourra convaincre tout le monde qu'on a changé, mais jamais soi-même. Verse un peu de sang pour rougir le bouton. Hashtag loup-garou sous la peau de mouton. Mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Mon petit loup, éloigne-toi et un loup-garou. Mon petit loup. Est-ce qu'il nous reste du monde chez Ardisson ce soir? Parce que la vie m'a mis des couettes, j'arrive pas à me prendre la tête avec les gens qui pensent me connaître comme mes parents. Moi je suis parole, je manifeste peu d'amour, j'ai toujours pas trouvé les mots. C'est voilà. Dis-moi y'a quoi après la mort? Faut que les dineros, c'est le uno, mon numéro pour atteindre le boulot. On a commencé ça sous le dans le zoo. Éviter la zone, me viens mettre la zone et ça gratte à la maison. Ça devient très très grave. Le démon se branle quand les hommes s'égarent. Restons sur nos gardes. Je pense pas qu'on soit dans une sketch de garde. Tu t'appelles la garde. Laisse-moi te dire que tes câlins ça me gave. Les hommes même voir que les gens s'écartent et que tous se gâtent comme un casse. Ok, dis-moi qu'est-ce que tu veux. À défaut de dire au revoir, qu'est-ce que tu veux? Un peu d'oseille pour retrouver ta go. Dégager le passage, voilà. On va pas se mytho, dire tout est beau. Je te dirais quitter si tu vides tes poches. À des manques de peau, tu t'appelles Sacco. Et là forcément c'est la classico.
Je n'ai jamais baissé mon pantalon, je n'ai jamais mis du talon. Je vais te casser les ballons, je verrai comment c'est marrant. Je suis collé comme un étalon, le baron d'arrondeur. Viens, on se parle sur WhatsApp. Je suis sur écoute, me viens chuchoter. Le manager a anticipé que la petite carte allait chuchoter. Eh oh, c'est moi celui de l'assassin, ne peut plus payer. Français, française, j'arrive en paix, 190 cas sur le poignet. T'es venu au monde avant la honte. Je te donne l'heure, tu veux prendre l'amant. Les finers deviennent des chanteurs, on va pas se gêner comme chez les Taylor. À 32 piges, t'es pas épaux. T'as peur de prendre une parigo. Deux gosses plus tard, tout à coup elle t'apprend, c'est une prostituée de Pizzapino. Ils veulent m'épier, me boire, me déshabiller, me scier, car ils pensent que les billets de la NBA posés chez moi me côté cheminé, à comme quoi faut se méfier. T'y es pas du tout, c'est mon putain de métier. Veuillez reculer, vous recroqueviller sur vous, car vous n'êtes même pas conviés. Je ne cesse d'antiller, prier, demande aux antillais. Je suis un maître pantillé, plus ferme ta gueule, te tortiller. Tu marches sur mon putain de sentier, tu pensais pouvoir t'en tirer. Je vais t'attirer, t'en tirer, te tarteler. On tarterait 93, 12, ça m'écarterait. Ouais! Addition, est-ce qu'on a du monde ici? Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Oh mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Oh mon petit loup. Merci, Addition. Maître Gims, bonsoir. Alors, ici la voix, j'ai écouté la chanson très attentivement et pourtant il y a un ou deux mots qui m'ont échappé, mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup plu quand même. Maître Gims, bonsoir. Alors, vous savez que j'ai une photo de vous sans lunettes. Ah bon? Et voilà. Ah ouais. C'est la seule photo de vous sans lunettes. Prête-moi tes lunettes. Non, 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 il n'a pas les oreilles. Super look en tous les cas. Alors, Maître Gims, 5 millions d'albums vendus, 2 milliards de vues pour vos clips, 10 millions de followers sur les réseaux sociaux. C'est pas mal. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvel album intitulé Ceinture Noire. En même temps. Oui, je voudrais le single. Ah là, je me sens chez moi. Ah ben voilà, vu que vous êtes déjà en tête des ventes d'albums et que vous avez signé le 2e meilleur démarrage de l'année, vous n'avez plus besoin de promo, c'est comme Franck Dubosc en fait. Non, moi je suis content d'être là, je suis assez impressionné d'être là parce que je vous ai toujours vu derrière ma... J'étais devant la télé, je vous regardais depuis tout le temps. Merci. Alors, dans votre nouvel album, il y a 40 titres et il y a du beau monde. Il y a Vianney, il y a MHD, il y a Orelsan, il y a Dadju, il y a Sofiane, qu'on vient de voir, qui est exceptionnel. Il y a Lil Wayne. Alors, le pitch de l'album, c'est casser les murs entre la musique urbaine et la variété. C'est-à-dire, ce qu'il fait, lui, en fait, c'est qu'il sort l'afro-rap, le rap, etc., du ghetto. C'est ça, en fait. Je propose, avec la section d'assaut, on a proposé un rap différent. Le rap a plusieurs facettes. Un rap accessible. Un rap accessible qui ne fait pas peur, parce que le rap a ce côté-là qui peut faire très peur. Ouais. Qui peut être très agressif avec des insultes, etc. Ça fait partie du rap. Nous, on avait opté pour un rap un peu différent avec de la mélodie. Un rap qui rend heureux quand on l'écoute. Qui rend heureux, oui, je pense, j'espère en tout cas. Je pense, et puis surtout, la bonne idée, c'est d'éviter de dire je nique ta chatte toutes les 2 phrases. Et ça vous a sûrement aidé. Alors, vous savez que vous avez votre tête sur la tour de TF1 quand même. C'est quand même extraordinaire. C'est pas le mec de la Sécu, ça? Il y a encore un an, c'était les 3 prêtres qui chantaient. Et aujourd'hui, c'est Maître Gims sur la tour de TF1. Est-ce que vous savez qu'on peut voir votre visage depuis l'espace? Depuis l'espace? Thomas Pesquet a vu votre visage en passant au-dessus de Paris. On voit votre tête depuis l'espace. Alors, zipping up my boots, going back to my roots. Vous êtes né dans le Zaïre de Mobutu, en pleine crise économique. Votre père décide de quitter le pays sans un sou, avec sa femme et ses 4 enfants. Vous avez 2 ans. Et vous dites, émigrer était devenu une question de vie ou de mort. Exactement. Et je raconte ça parce qu'aujourd'hui, quand on voit des migrants en France, on comprend pas ça.
On comprend pas parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. Voilà. Mais ouais, c'était une question de vie ou de mort. Voilà. Il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux gens. Les migrants qui sont là, ils sont pas là pour le plaisir. Exactement. Alors en France, vous errez de squat en squat. On vous change 15 fois d'école. Et certains matins, vous arrivez en classe, blême d'épuisement, après une nuit dans une cage d'escalier ou dans la rue. Ouais, parce que on partageait les appartements avec d'autres squatteurs qui arrivaient de Kinshasa aussi. Donc on ouvrait, c'était comme ça. Tu avais quelqu'un sur place, dans Paris, qui... c'était un rabatteur, en fait. Il disait, voilà, il y a un appartement, on va venir, il reste une chambre. Et on s'engouffrait tous là-dedans comme ça. Ouais. Donc j'allais à l'école le matin, je rentrais, parfois la maison n'était plus là. Comment vous arriviez à faire vos devoirs? Je faisais pas mes devoirs. Je les faisais pas. C'est pour ça que j'avais de très mauvaises notes à l'école. Et là, miracle. La directrice du centre de loisirs, Laura, vous fait découvrir le spectacle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Cette femme, c'était l'élément déclencheur. Elle m'a sensibilisé à l'art, à la musique française, à la variété, l'opéra, toutes ces richesses qu'a la France aujourd'hui. Et voilà, je me suis mis dedans. J'ai voulu faire de la musique, j'ai voulu faire du théâtre, toutes ces choses-là. Ouais. Pavarotti, c'est elle. Pavarotti, j'ai découvert Pavarotti avec Laura Briem. En CM1, vous vous inscrivez à l'atelier rap. Et là, vous rencontrez J.R. Ochrome, avec qui vous formerez Section d'Assaut. Ouais. Et Section d'Assaut, c'est ça. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. C'est quoi la direction? J'ai pété les blancs avant de déniquer ses débats. Une nouvelle, batterie faible, malédiction. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Alors, pourquoi vous quittez Section d'Assaut? Je décide de faire une carrière solo avec l'encouragement de la Section d'Assaut parce que je voulais, il le fallait, j'en avais envie. Et tout seul, vous faites ça. Les gens ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, on vit dans cette ville-là. Je me dis, je me demande pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir là d'ici. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Ça brille comme jamais, ça brille comme jamais, ça brille comme jamais, ça brille comme jamais. Loulou et Loudin, Loulou et Loudin. Parfait, bravo! Alors, est-ce que vous dites en fait la France n'est pas raciste? Bien sûr que non. Les racistes, il y en a partout. Vous savez qu'il y en a en Afrique, hein, il y en a dans le Maghreb. Mais non, on ne peut pas dire que la France est raciste. Après ce que je viens d'entendre, après ce que j'ai traversé, après avoir rencontré des gens comme Laura Briem. Alors, une question. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour que la France ne soit pas acceptée comme À part la français? couleur? Non. Ou est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une bonne raison? Je dirais que ça me dépasse un petit peu, c'est juridique. Et ça peut évoluer ou c'est un Bien nom sûr, définitif? oui, non, et ça va évoluer en tout cas. Bah, moi, je me sens français de toute façon. êtes Tout à l'heure, je me sens... Christine, vous dites que c'est la télévision qui vous a voulu blonde, en fait. Hein, ah oui, c'est la télé, hein, c'est grâce à la télé ou à cause de la télé. Vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview blonde. Que boit la vache? Merde alors. Qu'est-ce qu'elle boit, la vache? De l'eau. De l'eau. Merci. Il m'a soufflé. Combien de couples d'animaux environ Moïse a-t-il emmené sur son arche?
Combien de couples pas d'animaux? Moïse. C'est pas Moïse. 2 couples seulement. Bah, 2 couples de chaque. Ah oui, de chaque. D'accord. Moïse. Moïse. Ah merde. C'est Noé, bon, ça va. Mais je te l'ai dit. Non, tu le suceras après, fini. C'est pas vrai. Combien de mois dans l'année possèdent 28 jours? Bah, tous les mois. Bravo! Votre panier, un panier avec 5 pommes, vous en prenez 3. Combien en avez-vous? Attends. Elle arrive J'ai avec un 5 panier. pommes. Alors, attends. Vous en prenez 3. Amenez-moi les pommes. Combien en avez-vous? J'ai un panier avec 5 pommes. Ouais. Vous en prenez 3. Combien en avez-vous? Bah, j'en ai 5 si j'en prends 3. Non, vous en avez 3. J'ai rien compris. Alors attention là. Un avion s'écrase à la frontière franco-autrichienne. Oh la vache, putain. De quel côté doit-on enterrer les morts? Non, attends. Un avion s'écrase à la frontière franco-autrichienne. De quel côté? L'avion s'écrase sur la frontière. Sur la frontière? Ouais, de quel côté doit-on enterrer les morts? Ils sont pas enterrés tout seuls quand ils s'écrasent. Non. Il faut les enterrer d'un côté ou de l'autre. Non, parce que quand Il s'est l'avion écrasé s'écrase... sur la frontière franco-autrichienne. Qu'est-ce qu'on fait? Franco-autrichienne? Oui. Il n'y a pas de frontière. Bravo! Oh là là! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.